Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Que vous ayez déjà rencontré Anne ou pas, que vous ayez déjà consommé son contenu ici sur Instagram ou dans un de ses programmes, vous vous êtes déjà sûrement demandé « Mais d'où sort-elle tous ces outils sur la transmission et comment elle a fait pour se former à la pédagogie ?» Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas Anne qui se cache derrière Mary Poppins, mais je vous propose de découvrir comment elle l'incarne à sa manière. Je m'appelle Laetitia et je suis la podcast manager d'Anne. En bon français, ça veut dire que je suis l'experte en création de podcasts qui a aidé Anne à donner vie à Pédagogie en mouvement. En tout cas, au podcast Pédagogie en mouvement. Et quand j'ai commencé à découvrir le travail d'Anne pour préparer justement la création et le lancement du podcast, eh bien, je me suis moi-même posé ces questions. Alors, dans cet épisode, on inverse les rôles et c'est Anne qui va se prêter au jeu de l'interviewer pour nous dévoiler tout ce qui se cache dans son sac. Anne, bienvenue dans ton propre podcast. Oui, c'est tout drôle. J'ai l'impression que tu m'invites chez moi. C'est ça. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va plutôt bien. On a géré tout ce qui est technique et on s'en sort très très bien. Tu sais, c'est tout le off qu'on ne montre pas et on ne donne à voir qu'un produit fini. Ça ressemble à ce qu'on fait en pédagogie, entre les coulisses et le devant de la scène. Donc voilà, c'est une bonne entrée en matière, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. Et justement, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que toi qui es en train de nous écouter, moi, on a envie de savoir un peu d'où te viennent tous tes outils pédagogiques, comment ça a impacté tes transmissions, comment ça les impacte encore aujourd'hui. Et du coup, pour démarrer, j'aimerais te demander, est-ce que tu te souviens de ta toute première transmission ? Pas forcément du premier cours, d'une des premières fois où j'ai transmis le mouvement. La première fois où j'ai été confrontée à la transmission, en fait. Ce qui te semble le plus pertinent, ouais, ou alors le premier cours. Premier cours, c'est pas la même chose parce qu'il y a un côté très officiel où j'étais diplômée, etc. Alors que les premières transmissions, je ne l'étais pas encore. Et ça a été autant aider ma prof à l'époque quand j'étais grande ado, jeune adulte, que intervenir des mercredis après-midi avec des cours enfants. Mais quand tu me poses cette question-là, il y a un moment, un événement qui me marque, c'est la première année de mon diplôme d'État, où on intervenait auprès d'enfants dans des écoles. C'était des écoles maternelles, primaires. Et donc, on leur donnait cours au fin fond d'une arrière-salle dans un préfabriqué, etc. On se dépatouillait comme on pouvait. Et je me souviens de la remarque d'une de mes camarades de classe, camarades de promo, qui m'avait dit « Ah, mais toi, Anne, c'est pas pareil parce que t'as pas peur. » Et moi, je me suis dit « Comment ça, j'ai pas peur ?» Je lui dis, mais intérieurement, moi, j'ai les genoux qui se touchent tellement ils sont en train de trembler. Donc, j'ai la trouille, en fait. Mais j'y allais quand même. Quelque part, je savais pourquoi j'étais là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis je savais pourquoi j'étais là ? En fait, moi, j'ai très tôt fait le choix d'être dans la transmission. Parce que je trouve qu'être passeur de savoir, c'est un des plus beaux métiers du monde, un des plus beaux actes humains que l'on puisse faire, que les choses cheminent à travers nous. Alors, elles peuvent prendre plus ou moins notre propre teinte. Mais je trouve ça beau, en fait, d'être un vecteur de savoir et de savoir-faire.
Et donc, j'ai vraiment fait le choix de la transmission, pas du tout par défaut. Moi, je viens du milieu de la danse, pas du tout par défaut de danse sur scène. Il y a des gens qui disent, ah, je peux pas être danseur, je vais être prof, ou je peux pas être, j'en sais rien, chirurgien, je vais enseigner l'anatomie à la fac. Ça n'a pas du tout été mon cas. C'était un vrai souhait d'être dans la transmission. Donc, j'avais la trouille intérieurement, c'était terrible, mais j'allais quand même au charbon. Et je crois que cet événement-là, quelque part, il est, si ce n'est fondateur, en tout cas représentatif de ce qui se passe dans la transmission entre ce que je nommais tout à l'heure, les coulisses et puis le devant de la scène. C'est-à-dire, nous, on fait notre tambouille en coulisses. Ça, c'est l'art pédagogique. On ne nomme pas toujours aux gens qui sont face à nous toutes les ficelles que, quelque part, on va utiliser, voir les peurs qu'on a. Parfois, ça peut être intéressant de les nommer, pour plein de raisons, se positionner d'humain à humain avec les personnes, etc. Mais enfin, les gens, ils viennent pour suivre un cours, suivre un stage, un atelier. Donc, c'est quelque part leur donner le meilleur. Et je pense que ça vient aussi peut-être de mon expérience de la scène malgré tout. C'est-à-dire, tu vas pas raconter que t'as raccommodé la bretelle du costume 4 minutes avant de rentrer sur scène. T'es sur scène et tu t'envoies tout ce que tu peux. Et ça, je crois que ça m'est resté. Et je remonte un petit peu en arrière par rapport à ce que tu m'as partagé, mais tu penses que ça te vient d'où, justement, ce désir de transmission ? Alors là, je pourrais répondre par strate. Tu aurais posé la question à la Anne de 19 ans, elle aurait dit que c'était un élan. Tu poses la question à la Anne de 25-30 ans, je me souviens d'un échange eu dans un couloir de conservatoire avec une jeune comédienne, un peu écorchée de la vie, qui changeait de couleur de cheveux tous les 15 jours, etc. Et je faisais un remplacement, et puis le remplacement s'arrête. Et elle s'est effondrée, elle me dit « Ah, mais avec toi, j'ai trouvé plein de choses. » Et je dis « Mais en fait, moi, je ne suis que la petite étincelle qui ravive ton feu intérieur. Ce que tu as trouvé, ça t'appartient à toi. » Et au-delà de ça, je lui disais, peut-être que tu vas mettre du temps à le retrouver. Parfois, on cherche un peu à tâtons, mais on sait qu'il y a une porte et une poignée quelque part. Donc, je lui disais, ça t'appartient. Et je me souviens, je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, j'avais, la trentaine peut-être, en me disant intérieurement, je peux mourir demain parce que j'ai été utile à quelqu'un. J'ai été utile au monde. Donc, la Anne de la trentaine, elle aurait répondu ça. Et puis l'Anne de la quarantaine, elle dit tout autre chose. C'est qu'en fait, je vais te raconter une anecdote et puis les auditeurs, auditrices, peut-être ça va les interpeller dans le rapport que l'on a aux apprentissages. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation herboriste. Je n'ai pas assez travaillé sur les plantes. Ne me demandez rien sur la phytothérapie. Mais c'était passionnant. On avait plein de disciplines différentes, de la botanique, de la chimie, etc. Fascinant, passionnant. Et on avait des cours de chimie. Et la prof de chimie était d'une grande bienveillance. Cette femme, elle était extraordinaire sur l'accueil qu'elle faisait de nous en tant qu'humains. Mais sur les outils pédagogiques, comment te dire ? C'était terrible. À botter en touche quand on posait une question, à avoir des tics de langage. Et surtout, ce que je trouvais terrible, c'est la discussion qu'il y a eu entre deux stagiaires, un peu comme moi, et où il y en a une qui dit à l'autre, il y en a une qui vit dans la montagne, qui dit « Oh là là, mais moi, ce cours-là, franchement, j'y comprends rien. » Et lui répond une autre stagiaire qui a un master en chimie, qui lui dit « Mais moi, tu sais, j'ai un master en chimie et je comprends rien non plus. » Et la première lui dit « Ah, tu me rassures, je croyais que j'étais bête. » Et ça m'a marqué, parce que le « Ah, je croyais que j'étais bête », ça me fout hors de moi. Rien que d'en parler, là, ça me fiche les poils. Parce que je me dis, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'outils pédagogiques pour transmettre un savoir de façon, c'est même pas optimal, là, c'est correct, transmettre tout court, ça ouvre une porte qui laisse l'autre à penser qu'il n'est pas capable de comprendre, qu'il n'est pas capable de faire, qu'il est bête. Et ça, c'est un truc, humainement, je trouve ça gravissime, en fait. Et je prête pas de mauvaises intentions à cette prof qui était extrêmement bienveillante, mais qui possédait pas suffisamment d'outils pour transmettre au mieux. Et donc, je crois que quelque part, la transmission, c'est un élan, c'est le souhait d'être utile au monde, mais c'est aussi être modestement la lumière qui va éclairer l'autre sur son propre chemin. Et que la personne, elle avance à sa vitesse, à son rythme, dans son chemin, mais qu'on puisse l'aider à ça. Or, à mauvais outils, mauvaise transmission, mauvaise croyance de l'élève sur lui-même, sur elle-même. Et ça m'embête.
Donc, pour répondre à ta Ouais. question, pourquoi j'enseigne, je crois que c'est pour cette raison-là. Et on fait tous et toutes les choses pour une raison cachée. Je crois que c'est une façon de penser avec un E et avec un A. L'enfant intérieur qui s'est cru bête, que je suis mon enfant intérieur, qui s'est cru bête pendant longtemps, tu vois. J'ai pas envie de faire subir ça aux autres. Ouais, c'est ce que je voulais te demander s'il n'y avait pas oui, justement, un lien peut-être plus profond ou quelque chose qui ramène à la petite Anne, même d'avant 19 ans encore. Mais oui, Ouais. mais bien sûr, c'est Mm. de. Moi, j'ai une façon de penser qui est peut-être un peu décalée avec la norme ou quoi ou qu'est-ce, puis qui a jamais été reconnue comme telle ou validée comme telle, voire même invalidée. Et je me dis, bah non, en fait, j'ai les capacités de comprendre. C'est juste que mon chemin, il est peut-être pas le même que celui des autres. Et donc, pour moi, un ou une, entre guillemets, bon pédagogue, c'est la personne qui va savoir partir de là où est l'autre et de le faire avancer sur son chemin. Et ça demande des outils Mm. pour le faire. Je vais repartir un petit peu sur la première Non, t'allais dire quoi, pardon? Mais j'allais dire, je pense que ça va parler à plein de gens parce que y a plein de personnes qui ont des traumas du milieu scolaire, qui ont eu des profs un peu piteuses et de se dire, bah mince, je suis pas capable ou j'ai rien compris. Mais l'inverse est très vrai aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des instits, des profs, ça me donnerait presque envie de les nommer. Madame Vergotte en CM2, Monsieur Romain en histoire géo en 4e, 3e, puis d'autres profs après, Monsieur Sanson, etc. Ça aussi, ça a joué. C'était des enseignants qui participaient par leur transmission, peu importe ce qu'ils nous transmettaient, mais à faire de nous des individus, à nous considérer en tant qu'individus et à nous donner du recul, de l'esprit critique. Je pense à cet instit en CM2, c'était magistral. Moi, je suis de la fin de l'année, donc j'avais 8-9 ans en CM2. Pas parce que j'ai sauté une classe, parce que je suis née en fin d'année. Et on avait un cours sur apprendre à exprimer son opinion et argumenter, étayer un discours. Mais t'apprends ça quand t'as 9 ans. C'est un cadeau pour toute une vie. Et donc, je crois que très, très tôt, à la fois, je recevais le cadeau, mais il y a une partie de moi, peut-être plus adulte intérieurement, qui se rendait compte du cadeau que c'était. Et surtout, qui était touchée d'être considérée comme un individu. Et ça, je crois que ça marque beaucoup mon enseignement. Cette considération actée de l'autre, dans qui il ou elle est, dans son univers humain, dans sa capacité de réflexion, dans sa capacité à avancer, dans son esprit critique aussi. On est très très loin du mouvement, dans tout ça, mais on est dans l'enseignement, quoi. Ouais, puis je trouve ça très beau aussi que tu te souviennes justement des noms de ces professeurs-là, parce que moi, si j'y repense, je pense que je me souviens d'aucun nom. Ou alors, il faudrait vraiment que je me pose pour me souvenir, etc. Mais je trouve que c'est aussi un beau marqueur de à quel point ça t'a marqué positivement. Et oui, à quel point ça a un impact, j'imagine, aujourd'hui dans ta propre transmission, quoi. Tu sais que dans ma formation Dynamo, je propose une formation de 4 mois pour vraiment franchir un cap pédagogique. Il y a une question que je pose aux gens, c'est qui est votre monsieur Romain? Pour que les personnes justement transposent quelqu'un qu'on aurait rencontré, mais ça peut être aussi une soirée qu'on passe avec quelqu'un qui nous parle d'un domaine qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et où la personne est tellement passionnée, sait se mettre à notre portée qu'on est emmené. Ça peut être ça aussi, en fait. La transmission, ce n'est pas que le cadre d'un cours. Hein. On se transmet beaucoup les uns les unes les autres. Totalement. Dans ce cas-là, c'est presque même sans le savoir. Mais justement, toute la complexité ou toute la diversité, enfin tout ce qu'il y a autour de la transmission. Est-ce que toi, tu l'as, je sais pas si compris c'est le bon mot, mais est-ce que tu l'as compris rapidement lors de tes premières transmissions, justement quand tu as commencé un peu à expérimenter ça? Tu vois, c'est quoi un peu les premiers apprentissages que tu as appris, enfin tes premiers apprentissages suite à justement la première transmission là que tu nous racontais au début? J'ai envie de te répondre avec trois éléments, 3 paramètres. Le premier, c'est les rencontres, parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter des personnes qui sont des pédagogues hors pair, notamment une certaine Blandine Calais-Germain, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a aussi eu toutes les expériences, c'est-à-dire j'ai été amenée à enseigner dans plein de contextes différents. Et donc ça demande une énorme adaptabilité, d'avoir plein d'outils.
pareil, on peut en reparler au besoin. Et puis aussi, je crois qu'il y a un élément majeur, c'est qu'assez rapidement, après avoir été diplômée, j'ai été tutrice. Et donc, je me suis retrouvée dans la position de celle qui doit dire pourquoi elle fait les choses comme ci ou comme ça. Parce que tu as quelqu'un qui se pointe dans ton cours, voire même plusieurs étudiants, et qui regarde ce que tu fais, et qui à la fin vont dire mais là, du coup, là, pourquoi tu as mis telle musique? Pourquoi tu as donné telle consigne? Là, le retour, c'était à quel sujet? Pourquoi c'était comme ça? Et donc, ça demande d'avoir j'allais dire une espèce de métacognition, enfin, en tout cas, une méta-analyse, c'est-à-dire à la fois on donne son cours en sachant ce qu'on fait quand même, on a été formé à ça a priori quand on est prof, peu importe la formation initiale, un minimum en tout cas, mais il y a cette prise de recul de je regarde beaucoup ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pertinent par rapport au moment, etc. Et donc ça a amorcé, je crois, amorcer c'est pas le mot, mais en tout cas ça a mis de l'huile dans les rouages sur je regarde ce que je suis en train de faire. Et après, il y a un quatrième élément, et j'ose à peine le dire. Parce que la pédagogie, je l'ai aussi apprise par l'exemple négatif. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes faire des choses et je me disais, mais moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, j'ai pas envie de faire ça. Je peux donner des choses très concrètes. Et ça m'a questionnée sur comment moi je fais. Je donne 2 exemples. C'était sur des formations en anatomie. J'avais un collègue qui montrait des moulages osseux, par exemple un moulage de fémur. Alors c'est du plastique, c'est un peu blanc, blanc cassé, sur son pantalon qui était lui-même blanc. Mais quand tu as 28 personnes face à toi dans une salle, en fait, l'élément que tu veux montrer ne se détache pas du fond. Tu choisis la couleur du fond. C'est tout bête, ça, en fait. On se dit, on s'en fout, on met un t-shirt le matin. Non, suivant le matériel que je vais utiliser, je vais choisir la couleur du vêtement que je mets. Je fais des digressions dans ma tête, je vais le partager, mais ça me fait aussi penser à vraiment des choix qui ne sont pas anecdotiques. J'ai beaucoup enseigné à des jeunes enfants. Et les jeunes enfants, quand il y a des erreurs pédagogiques, ça pardonne pas. Ils te le rebalancent dans le dos tout de suite. C'est un exemple. Si je veux montrer un mouvement ou montrer quelque chose et que j'ai mis des grosses créoles argentées, brillantes, etc., les gosses, ils vont dire comment dire « Ah, les boucles d'oreilles sont trop jolies, nana, tout ça ». Et jamais ils vont regarder le mouvement que tu es en train de montrer ou ce que tu veux transmettre dans l'apprentissage. Et donc ça, c'est un choix. Ouais. Et ça pourrait être un choix aussi d'attirer leur attention dessus, dire « Ah oui, elles sont jolies, j'ai mis ces boucles d'oreilles aujourd'hui, nana », pour après ne plus en parler. C'est un choix pédagogique. Mais je me dis, tout ça, en fait, c'est affaire de choix. Je vais donner un autre exemple. Là aussi, qui n'est pas du mouvement, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça aujourd'hui. Je me souviens pareil, j'aidais une collègue, c'était dans un salon, un peu comme il y aurait un salon du bien-être, ou comme il y aurait quand on fait un cours d'essai pour le forum des associations, etc., du monde partout, un petit espace délimité avec des panneaux, tout ça. Et elle y mettait des affiches d'anatomie. Je l'aide à faire tout ça. Je lui dis, mais dans quel ordre tu veux les mettre? Et elle me dit, n'importe. Et moi, ça m'a choquée. Pédagogue que je suis, ça m'a choquée. Pourquoi? Parce que elle m'aurait dit, pour aujourd'hui, j'ai fait le choix que ce n'était pas important. D'accord, c'est choisi. Mais c'est pas ça. C'était un truc, elle s'en fout. Je suis pas d'accord avec ça. Quand les personnes vont arriver dans ce petit coin de pièce, est-ce que tu veux qu'ils voient tout de suite les posters? Ça va les impacter, ça va attirer leur attention. Mais peut-être ça va trop raconter par rapport à ce que toi, tu vas amener. Auquel cas, tu les mets à un endroit qui est beaucoup plus caché. Tu vas amener les personnes à cette découverte-là un peu plus tard. L'ordre dans lequel tu les affiches, la hauteur à laquelle tu les affiches, tout ça, c'est pas anodin en fait. Et donc, c'est vraiment autant de paramètres qui sont à choisir dans la transmission. Je prends volontairement des paramètres qui sont un peu loin du mouvement, mais pour dire qu'il y a plein de choses enfin, tous les paramètres sont des choix pour moi dans l'enseignement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça explique le tout est choix de l'instant, oui. Et que finalement, ton expérience, elle s'est vraiment faite sur le terrain, par l'observation. Et justement, en fait, en décidant de choisir avec conscience, comment tu as envie d'amener les choses, et comment tu veux ne pas les amener aussi. Ouais, et dans cette phrase, il y a aussi un paramètre, c'est tous les paramètres, choix, parce que c'est un choix, c'est pas un truc hasardeux, et on peut aussi choisir que ce paramètre-là ne nous importe pas pour aujourd'hui, mais c'est un choix, c'est pas un truc qu'on a laissé de côté. Et de l'instant, pourquoi? Parce que tout est contextuel.
C'est, on ne pourra pas, pédagogiquement parlant, appliquer un outil ou une recette en disant ça va marcher. On n'en sait rien du tout en fait. On sait, par expérience ou par expertise, qu'il y a des chances que ça fonctionne, mais on travaille avec de l'humain. Donc il y a aussi le fait de savoir s'adapter au contexte. Et donc c'est vrai que tous les types de publics que j'ai rencontrés m'ont amené de l'expérience, mais cette espèce de métacognition, de méta-observation, c'est ça qui m'a donné de l'expertise pédagogique. Mais donc justement, là, tu nous as parlé de toute la diversité de tes expériences. Est-ce qu'il y a une transmission qui a marqué peut-être un tournant justement dans ta manière de transmettre? Oui, je dirais que c'est d'enseigner l'anatomie. Parce qu'à partir du moment où j'ai enseigné l'anatomie, il y a deux choses qui se sont jouées. Il y a le fait de... Attends, par lequel je vais commencer. Donc, il y a deux choses qui se sont jouées. C'est le fait que le contenu des cours ne m'appartenait plus. Parce que moi, venant de la danse, et puis j'ai un diplôme d'État en danse contemporaine, je peux choisir tout ce que je vais faire dans le cours et la façon que je vais avoir d'amener les choses. Bon, en anatomie, un fémur, c'est un os long avec un corps, deux extrémités qui est oblique dans la cuisse, etc., avec des repères qui portent tel nom. On peut pas l'inventer, en fait. Donc, on peut pas réinventer le contenu. Par contre, on peut beaucoup faire changer la forme pour la façon d'amener les choses. C'est-à-dire un fémur, je peux faire palper certains endroits sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre, montrer un moulage osseux, faire un dessin, faire un coloriage, c'est pas la même chose. Je me souviens une fois comme ça avec un collègue, on avait listé toutes les façons qu'on pouvait avoir de rencontrer, non pas le fémur, mais un muscle. Hein, son action, de la natte palpatoire, etc. On en avait listé 17. 17 façons de se représenter un muscle donné et de rencontrer ce muscle-là. Et là, pour moi, ça a vraiment été une espèce de changement de révolution parce que j'ai pu beaucoup plus me consacrer à la transmission elle-même, à élaborer des stratégies pour pouvoir transmettre au mieux et au passage faire comprendre l'anatomie. Ça reste une science dure, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça peut être un peu laborieux pour les personnes avec beaucoup de terminologie. Après, je trouve que l'anatomie, ça reste quand même beaucoup de bon sens et un peu de par cœur. Mais c'était faire en sorte que les personnes puissent appréhender cette discipline-là. Et donc ça m'a amené vraiment à trouver de nouveaux outils. Et puis j'étais quand même bien accompagnée parce que pendant 15 ans, j'ai travaillé pour et chez Blandine Calais-Germain. Et puis aussi, pour répondre à ta question, il y a une autre chose qui s'est jouée à ce moment-là, c'est que j'enseignais en stage. Tous les week-ends, je donnais des stages, un peu dans toute la France, de Saint-Étienne, j'allais dire à Barcelone, ce n'est pas en France. Mais voilà, un peu partout, en France, en Espagne aussi. Et j'ai rencontré plein de milieux corporels différents. Des profs de yoga, j'ai enseigné dans un ashram de yoga, dans des fédérations, des fédés de gym, des centres privés, des gens dans le pilate, des ostéos, des kinés, des sophrologues, des chanteurs-chanteuses, plein de milieux. Et ça m'a beaucoup appris à justement savoir m'adapter, être un peu aussi caméléon parce que ce sont des codes différents à chaque fois. Et puis il y a quelque chose qui s'est joué aussi, c'est que les gens me témoignaient du fait que, Anne, ta pédagogie, tu la tiens d'où? Tu l'as travaillé où? Une fois où je donnais un stage, non pas d'anatomie, mais de pédagogie, il y a une personne qui venait du Venezuela, je me souviens, qui m'a dit mais Anne, tu nous donneras la bibliographie de tout ce que tu fais? Et je disais, il n'y a pas de bibliographie, c'est du Anne de Brilly, en fait. Et donc ça aussi, ça m'a amené encore une méta-analyse de me dire, ok, pourquoi est-ce que je sais que je suis en train de faire ça en temps réel, mais pourquoi je le fais? Et ça m'a aidé après aussi en devenant formatrice de formateurs de profs. Donc pour répondre à ta question, vraiment, pour moi, le changement, ça a été, je trouve que ça a vraiment beaucoup nourri ma pédagogie que d'enseigner l'anatomie. Mais justement, quand tu parles de donc l'anecdote là de bibliographie, est-ce que toi, à un moment dans tout ton parcours, tu t'es posé la question de potentiellement aller chercher des sources ou de voir qu'est-ce qui existait déjà en matière de transmission de la pédagogie, comment apprendre à être un bon pédagogue? Est-ce que tu avais fait des recherches ou pas?
Alors déjà, j'ai une bonne formation au départ, non pas mon diplôme d'État, mais Blandine Calais-Germain, qui est une pédagogue Mhm. hors pair. Et Mhm. je sais pas si tu me diras, hein, si tu veux qu'on aille sur cette rencontre-là, je peux le détailler. Et puis après, il y a eu... Carrément, carrément. Ouais, ouais. Après, il y a eu aussi beaucoup de documentation sur tout ce qui est sciences de l'éducation. Ok. Et puis aussi, il faut savoir qu'avec 25 ans d'expérience de l'enseignement, en étant moi-même formatrice de profs ou formatrice de formateurs, formatrices de profs, donc ça demande sacrément de Mhm. recul, ben je reçois moi-même à l'heure actuelle une supervision. Donc il y a Mhm. aussi, je continue à me former encore à l'heure actuelle. C'est le travail Ouais. d'une vie, hein, de se former, de continuer à se former à l'enseignement et de faire évoluer ses propres pratiques, son propre positionnement. C'est l'œuvre d'une vie. Mhm. Ouais, et je trouve que c'est super intéressant parce que moi j'ai la sensation qu'il n'y a pas tant de ressources que ça. Alors peut-être plus aujourd'hui, mais j'ai pas la sensation qu'il y ait tant de ressources que ça. Enfin, en tout cas, c'était la première fois que je rencontrais vraiment une experte en pédagogie. Et donc je trouve ça enfin presque fou, tu vois, que Mm. toi, en tout cas, tu te sois vraiment genre dédié là-dedans. Euh, Mais et c'est ça te là. permet en même temps de... Vas-y. Ouais, mais je pensais au côté, c'est un peu l'art de l'invisible, parce qu'on est en train de Ouais. travailler sur les liens humains, et comme ça ne se voit pas, pour le coup, c'est tout ce qui est sciences humaines, sciences de l'éducation, tu sais, des sciences dites molles, je déteste ce mot, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment le côté l'art de l'invisible. Donc ça laisse à penser bah, que c'est rien en fait, ça se voit pas. On se rend pas compte Ouais. que savoir observer des personnes, manier l'énergie d'un groupe, accueillir des retardataires en même temps qu'on est en train de donner des consignes, savoir depuis où on regarde les élèves, quel mouvement on est en train de donner, la précision des mots dans le discours, etc. Tout ça, ça se choisit, c'est pas anodin. Mais voilà, je pense que socialement, ça laisse à penser que que ça se fait un peu tout seul. C'est l'histoire de la main verte. Tu sais, Ouais. c'est Ouais. alors pour le coup, moi, je ne l'ai pas du tout. J'ai pas hérité de ça dans la famille. Mais on va dire à quelqu'un, ah, t'as la main verte. Non, mais la personne, pour savoir quand est-ce qu'il faut repiquer des poireaux, elle l'a appris. Peut-être qu'elle a appris parce que 5 années de suite, Ouais. elle s'est plantée. Mm. Peut-être qu'elle l'a lu dans un bouquin. Peut-être que c'est son grand-père qui lui a transmis. Alors, je veux bien qu'il y ait un peu la fibre, l'élan, etc. Mais il y a quand même des savoir-faire qui ont été appris quelque part et qui ne sont pas les savoir-faire. C'est pas une espèce de grâce divine de je ne sais quoi. Le talent a Mm. bon dos. C'est-à-dire, le talent, ça suffit pas à savoir construire des objectifs pédagogiques, les mettre dans un ordre cohérent, choisir des mots pour une consigne pour que ça soit optimal, etc. Quoi, ça se bosse en tant que tel. Et paradoxalement, la Mm. pédagogie, c'est la grande oubliée des formations initiales. Ça aussi, ça m'avait marqué en enseignant l'anatomie, ce que je te disais, d'aller dans des milieux corporels différents, c'est que à chaque fois, les gens me disaient qu'ils avaient eu très peu de formation en pédagogie en tant que telle. Peu importe leur formation, c'était très commun à tous les profs de mouvement. Ouais. Non, non, et ça m'étonne pas parce que, même pour faire un parallèle, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en tant que formateurs en ligne, peu importe le domaine. Et, euh, et tout en oubliant en fait la pédagogie et que et qu'on ne s'invente pas formateur ou formatrice quoi. Et c'est Mais d'ailleurs ça comme ça nous me deux qu'on s'est fait. rencontrés. Mais, Mais parce que et toi, tu as eu le mérite de dire je souhaite accompagner des gens au-delà de l'accompagnement one-to-one où je suis avec une personne, former des gens en groupe, mettre en ligne une formation. Je suis experte dans le domaine de la création du management de podcast, etc. Mais sur la transmission, c'est pas mon domaine. Je vais sonner à la porte de quelqu'un. Tu as eu le mérite de le faire. Mais c'est rarissime en fait, Laetitia. Je sais pas pourquoi, c'est hein. pour Est-ce que c'est... Pardon. non, j'allais dire, et c'est bien que justement tu fasses un podcast sur le sujet pour démocratiser ça, parce que je pense que, en fait, il faut en parler. En fait, comme tu le dis, je pense que c'est parce que c'est invisible, on n'en parle pas, on ne le nomme pas, on n'a pas l'impression que c'est un problème, parce que je pense que plein de personnes, en fait, ne se questionnent même pas sur est-ce que
je transmets de la bonne manière, entre guillemets, mais est-ce que je donne vraiment les meilleurs outils à mes apprenants? Et donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Je pense que Et, ton travail est très important, quoi. merci. Et tu as soulevé quelque chose aussi, c'est que on voit fleurir plein de formations en ligne, de gens qui n'ont pas de formation de formateur, qui est encore autre chose. Et ça me marque parce que souvent, on confond l'expertise dans un domaine avec les qualités et les capacités surtout et les outils pour pouvoir transmettre au mieux. L'exemple que je donne à chaque fois, mais il est parlant pour moi, c'est des cours d'anatomie en université. C'est donné souvent par des gens qui sont chirurgiens, chirurgiennes. Mais moi, je ne vais pas t'opérer demain, ce n'est pas mon métier. Par contre, le chirurgien, la chirurgienne, son métier, ce n'est pas la transmission. Alors peut-être que la personne, elle s'y connaît extrêmement bien, et c'est souhaitable, en anatomie. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a bossé dans sa formation des outils concrets pour transmettre au mieux. Et ça je faisais le signe de tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a rigolé, quoi, des cheveux qui se dressent sur la tête, parce que ça me rend dingue. Moi, c'est pas parce que je touche un robinet dans ma salle de bain le matin et le soir que je vais dire, ah ben ça y est, je suis plombier. Bon, ben non, c'est pas parce qu'on est expert d'un domaine qu'on sait le transmettre, du tout, du tout, du tout. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je vais faire un petit saut là en arrière, mais donc tu nous as parlé de Blandine. Oui. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus parce que donc tu nous as partagé que la rencontre avec Blandine et donc vous avez travaillé longtemps ensemble, ça a eu un impact sur ta transmission. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et puis, oui, comment ça a aussi impacté ta démarche aujourd'hui? Ah, déjà, la rencontre, elle était belle parce que moi, j'avais 23 ans, pardon, mes cheveux longs, mon chignon. Et je l'ai eu en anatomie, au sein de mon diplôme d'État. Il y a de la pédagogie, il y a de l'histoire de la danse, il y a de la musique, et il y a de l'anatomie physiologie. Physiologie. J'ai eu une grande dame aussi qui s'appelle Hélène Lagouanel, qui est dans la région toulousaine et qui enseigne encore, qui est une grande créatrice de mouvements à partir de la connaissance anatomique physiologique. Et puis en anatomie, j'ai eu cette fameuse Blandine Calais-Germain, dont le nom, je pense, va être familier aux personnes qui sont dans le mouvement, parce que, à défaut de connaître son travail, les gens vont connaître son ouvrage et ses ouvrages, dont un majeur qui s'appelle Anatomie pour le mouvement, et qui est une première marche d'escalier pour aborder l'anatomie. Et c'est utilisé dans quasi tous les milieux de mouvement. Et donc moi, j'ai eu la chance de la rencontrer parce qu'elle est à Limoux, dans l'Aude, un petit peu de géographie, c'est entre Castelnaudary et Carcassonne. Et moi, je suis dans la région toulousaine, donc elle venait nous donner les cours. Donc, les cheveux longs, le chignon, je dis, est-ce que vous donnez des stages quelque part, madame ? Et j'ai suivi un premier stage là-bas, payé à l'époque par mes parents. J'étais étudiante. Je suis allée un été, passer 30 heures de stage sur le membre inférieur. Et pour moi, ça a été une révélation à plusieurs titres. D'abord, je me suis dit, waouh, ça existe des gens qui travaillent sur le corps, mais différemment, en conscience, avec une autre façon de faire, qui est quand même beaucoup plus courante à l'heure actuelle que, je pense, il y a 25 ans. Et puis aussi et surtout, j'étais pas complètement novice en anatomie, puisque j'avais déjà fait mon cursus de diplôme avec elle. Et donc, très rapidement, que j'ai encore mes cahiers de notes de cette époque-là, très rapidement, moi, j'ai noté un peu en diagonale, en marge, je griffonnais comme ça des notes sur comment elle amenait les choses. Et assez rapidement, elle a confié des heures d'enseignement à des personnes dont je faisais partie. Et donc, assez rapidement, eh bien, finalement, j'ai enseigné au départ aux stagiaires de Blandine et puis après sur des stages à la demande, toujours chez Calais-Germain, pour plein d'entités et de centres différents. Et pour moi, c'est une très, très grande pédagogue. À cette époque-là, je disais déjà cette phrase-là, c'était « En une semaine, j'ai plus appris en pédagogie qu'en 2 ans de diplôme d'État ». C'est dire. Waouh. Et je crois que cette conscience de tout ce que l'on va pouvoir choisir comme détails, comme paramètres avec lesquels on va pouvoir jouer, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ça vient aussi de là. Et après, je l'ai
j'allais dire, élaborer plus, quoi, finalement, puisque je formais aussi là-bas des collègues, je formais des profs. Donc, ça m'a demandé tous les pas de recul dont je parlais tout à l'heure. Mais ça a été une grande école de la pédagogie, Blandine. Ouais. Et tu as travaillé auprès de Blandine et de son entreprise plus généralement pendant 15 ans, c'est ça? Ouais. Blandine, je l'ai connue en 2003 et j'ai arrêté de travailler là-bas, c'était 2017. Donc ça fait un bon bout de vie quand même, hein. À donner des Bah, c'est stages clair. tous les week-ends, plusieurs les mois d'été. Pour te dire, une fois, j'avais même fait le compte du nombre, non pas de stages, mais de thématiques de stages en anatomie que je donnais. Il y en avait une 30aine. C'est dire, Ah tu vois. ouais. Et avec vraiment Ouais. voilà, la joie de construire des contenus aussi. Parce que petit à petit, il y a eu ça aussi, c'est-à-dire de construire moi-même, pour Calais Germain, des contenus. Des grilles d'analyse de Mmh. mouvement pour des gens qui sont dans le yoga, des stages avec des thématiques spécifiques. Hein, c'était sur le plan pédagogique, c'était vraiment un vrai régal. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, à un moment te dire, peut-être j'ai envie de créer quelque chose pour moi? Mm. Et comment est née finalement après Pédagogie en mouvement, ton entreprise, mais au-delà de ça, ta propre démarche? Ben, en fait, c'était pas forcément créer quelque chose pour moi, c'était créer quelque chose pour les autres. Parce qu'il y a eu un moment de ma Mmh. vie où j'avais mais une vraie colère intérieure, vraiment, hein, c'est ce mot-là, mais une colère porteuse, motrice, quoi, qui fait avancer, de me dire, je vois bien que les outils que j'utilise, les gens ne les ont pas ou pas toujours, rarement, et il n'existe pas d'endroit où je puisse les dispenser. Et donc, c'est ça qui m'a fait créer mon Mmh. organisme de formation Pédagogie en mouvement, c'est de créer un espace où je puisse transmettre les outils que par expérience et par expertise, j'utilise moi-même. Donc, c'était vraiment pour la pédagogie. Puis l'anatomie, elle m'a rattrapée parce que j'étais connue pour ça. Donc, je continue à enseigner Mmh. sous forme d'ateliers, de stages, de cours l'anatomie. Mais vraiment, moi, là où je me déploie complètement, c'est sur la transmission elle-même. C'est pour donner aux personnes des outils pour transmettre au mieux. Et c'est ça qui m'a fait créer Pédagogie en mouvement. Mmh. Et donc, tu accompagnes des professionnels du mouvement, donc pour donner un spectre très large. Ça prend en compte plein de professions différentes. Quels sont pour toi vraiment les obstacles un peu majeurs que les professionnels du mouvement rencontrent justement dans leur transmission en fait tu vois, quand ils viennent te voir pour travailler avec toi, souvent, ils arrivent avec quoi? Ah, je suis toujours embêtée pour répondre à cette question-là parce que si les personnes viennent me voir, c'est qu'elles ont déjà un niveau de conscience qui est déjà un peu là. Parce qu'en général, Oui, et c'est vrai. c'est là où parfois moi j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent, c'est que souvent les gens ne se rendent pas compte que tous ces outils-là sont des savoir-faire qui se travaillent en tant que tels. Je dis souvent, Hmm. tu sais, quand on est prof de mouvement, de yoga, de danse, de ce qu'on veut, de chant, de musique, de coach sportif, tu sais, les gens ils nous regardent en disant mais t'as un vrai métier. Ah, et tu vis de ton Hmm. activité, tu sais, allez, bim, deuxième coup de latte. Et je me dis, en fait, on est quand même des professions où on souffre beaucoup d'un manque de reconnaissance sociale. Mais le truc, Hmm. c'est que je pense que cette reconnaissance-là, elle ne pourra arriver que si nous-mêmes, nous reconnaissons que nos savoir-faire s'apprennent, que nos savoirs et nos savoir-faire s'apprennent, et que c'est pas une bonne fée qui s'est penchée sur notre berceau à la naissance et qui fait qu'on va être un ou une bonne prof. Et tant qu'on ne reconnaît pas ça, Hmm. bah, déjà socialement, je pense qu'il n'y aura pas la reconnaissance qui suit. Et puis nous, vis-à-vis de nous-mêmes, on ne pourra pas progresser. Si une personne, elle ne se rend pas compte Hmm. que le rythme du discours, c'est un choix, l'ordre des mots dans une phrase, ça va tout changer sur des consignes de mouvement, que le ton de la voix, ça va changer, que ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le vêtement, depuis où on regarde, etc., que tous ces paramètres-là se travaillent en tant que tels, personne elle va rester à l'endroit où elle est, quoi. Donc si elle vient sonner à ma porte, déjà le premier mot que j'ai envie de lui dire, c'est félicitations, parce qu'il y a eu
Une première étape, c'est vrai, une première étape comme celle que tu as eue, quoi, une première étape de prise de conscience, de me dire, ah, il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Je trouve qu'on est nous-mêmes nos propres freins quand on est prof, à notre progression, par croyance, par peur, peut-être par suffisance. On se dit, ah, c'est bon, moi j'ai été formée, ça c'est bon, je connais. Mais je crois que c'est aussi par peur que quelqu'un vienne voir notre tambouille en cuisine. Il y a la peur de ce regard-là, je pense aussi. Ça me fait penser, il y a plein de métiers dans lesquels, je pense au métier du soin, et de la thérapie, il y a l'obligation d'avoir une supervision. Nous, on est prof, on joue, mais dans le bon sens du terme, quoi, avec de l'humain. On travaille sur l'humain. Et non, c'est bon. Il y a pas de formation continue, une formation initiale à l'emporte-pièce, pas de supervision obligatoire. Et ça me rend un peu dingue parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut progresser s'il n'y a pas ça? La prise de conscience et puis la formation qui suit. Donc, quand la personne vient sonner à ma porte, félicitations, bienvenue. Et là, en fait, je vais répondre aux besoins des personnes. Ça dépend un peu ce pourquoi elle vient me voir et aussi selon le type de format que je propose. Parce que ça peut très bien être un accompagnement individuel, court, moyen, long. Tu sais, passionnément, à la folie, je peux accompagner des gens sur tout un bout d'année scolaire, voire même parfois plusieurs années. Et donc, quand c'est des accompagnements courts et longs, en général, les demandes ne sont pas les mêmes. Les accompagnements courts, c'est plutôt des personnes qui vont venir avec une problématique donnée. Je vais donner un exemple. C'était une prof que j'ai eue dernièrement, jeune prof, qui me dit, ben voilà, ça fait quelques années là que je donne des cours et je sens que je m'ennuie un peu dans la répétition. Alors que répéter, c'est notre métier. On va beaucoup faire ça. Et donc, ça a été mon rôle d'être la fameuse Mary Poppins dont tu parlais tout à l'heure, d'ouvrir mon sac à outils pédagogiques et de lui donner une foultitude d'outils pour s'en sortir en quelques heures de comment j'arrête de m'ennuyer dans la répétition. Il y a plein d'outils pour pouvoir faire ça. Mais ça peut être aussi... Oui, dis-moi. Non, j'allais dire, est-ce que tu peux nous en donner un, par exemple ? Je vais en donner deux. Je vais en donner un qui est plus... Je vais en donner un, c'est le bonus. Je vais en donner un qui est dans le positionnement et puis je vais en donner un qui est très concret parce que je reste quand même quelqu'un de terrain. Le premier dans le positionnement, c'est te dire toi, la musique que tu vas utiliser, si tu en utilises une, ou la posture de yoga que tu vas transmettre, non mais ça fait 3887 fois que tu l'écoutes ou que tu l'as fait ou que tu vois des gens le faire. Toi. Mais la personne en face, c'est peut-être sa première fois. C'est sa seule fois peut-être dans la semaine où elle vient pratiquer, avoir ce type de respiration-là que tu lui demandes, ce type de mouvement-là, etc. Et donc, c'est se raccorder à l'expérience de l'autre. C'est de sortir un peu de ce qu'on est en train de vivre pour être avec l'autre. Ça rejoint ce que je racontais tout à l'heure. Tu sais, intérieurement, j'avais les genoux qui se touchent, on me dit j'ai la trouille, mais je vais quand même aller au charbon pour aller vers ce que l'autre va ou peut ou doit vivre. Donc ça, c'est plus une histoire, je veux dire, un peu d'état d'esprit, de mindset, quoi, de positionnement. Mais après, je peux donner des outils qui sont extrêmement concrets. On va donner le même cours à des adultes le lundi à 17h, le mardi à 19h, le vendredi pendant midi. Donc, au bout de vacances à vacances, 5 semaines x 3, ça commence à faire un peu long. Et donc, c'est de se dire, je vais faire changer l'objectif en fonction du cours. Donc, je vais pouvoir le verbaliser comme tel à mes élèves. Il y a tel cours, c'est le même exercice, d'accord ? Avec quasi presque les mêmes, ça peut même être les mêmes consignes, mais dans tel cours, je vais plutôt observer, je sais pas quoi, moi, la fluidité du geste. Dans tel autre cours, je vais regarder la respiration. Dans tel autre cours, je vais regarder le placement. Et donc, je peux l'annoncer comme tel à mes apprenants, apprenantes, ou pas. Mais moi, avec moi-même, je sais que je vais regarder une chose qui est différente, alors que le menu était le même. C'est un peu comme un plat. Par moment, tu vas regarder comment c'est servi dans le même plat, dans le même restaurant, d'accord, à la même heure, le même cuistot. Parfois, tu vas regarder comment c'est servi dans l'assiette. Parfois, tu vas être plus sur la texture des mets. Parfois, tu vas être sur le goût. C'est pas la même chose. Parfois, tu vas être sur le goût qui arrive dans un deuxième temps. Mais c'est le même plat que tu vas manger. Sauf que ton attention va se porter sur des paramètres qui sont différents. Donc, c'est de faire changer pour soi-même et ou de l'annoncer à ses élèves l'objectif.
Un autre exemple, ça serait le cours est le même, l'exercice est le même, l'objectif est le même, mais je vais changer mon mode de transmission. Est-ce que je vais le faire plus à la voix, avec le geste, par le contact? Si c'est des consignes, je vais faire changer tout le déroulé des consignes. Et donc, c'est une façon de ne pas s'ennuyer dedans, soi-même. Ouais. C'est très concret, ça, tu vois. Ouais. Et c'est pareil. Alors là, je ne donne que 2 exemples, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais. Et pour revenir à ce que tu demandais sur les accompagnements individuels longs, en général, les gens viennent pas forcément avec une problématique. Souvent, je me rends compte que les gens viennent me voir consciemment ou inconsciemment pour franchir un cap. C'est des profs qui veulent devenir formateurs, formatrices, c'est des gens qui vont avoir un nouveau public, qui proposent d'autres cours, d'autres offres, qui enseignent depuis un moment, qui ont envie de renouveler leur enseignement. J'ai même eu quelqu'un comme ça, à 3 ans de la retraite, qui me dit, moi, j'ai envie de bien finir là, les 3 dernières années. Et voilà, de renouveler les Ah, c'est choses. chouette. C'est génial, je trouve, de sonner à Ouais, notre c'est bien. clair. Ouais, Allez, je renouvelle pour la fin, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Et là, c'est des c'est clair. accompagnements qui, du coup, vont beaucoup plus être au fil de l'eau. C'est en fonction de ce que la personne rencontre comme problématique du moment, comme contexte, que je vais la faire évoluer, quoi. Toujours à partir d'elle. Ça, c'est pour les accompagnements. Ok. Mais ouais, comme tu disais, c'est quelqu'un quand même qui a justement conscience que en fait, il y a tellement matière à faire évoluer sa transmission et qu'il y a plein d'angles morts en fait. Tu sais, un jour, j'ai eu en formation quelqu'un qui suivait autre formation, ma formation Dynamo dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une personne qui a arrêté en cours de route. Ça m'est arrivé qu'une fois sur cette formation-là. Ça peut, hein. Mais pour moi, il y a un petit défaut au sens manque de justesse dans le positionnement. Et la personne, elle m'a dit non, mais sur la pédagogie, là, j'apprends plus rien. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais comment c'est possible de se dire, je n'apprends plus rien en pédagogie? Ouais, alors que tu l'as dit toi-même, c'est un apprentissage de toute une vie, quoi. Mais oui, oui, a fortiori parce qu'on est à chaque fois dans un moment qui est différent. Tiens, ça aussi, Et c'est parce que une c'est astuce. l'humain. Mais Donc, oui, oui, chaque moment est différent en fonction de qui t'as en face, de comment la. Enfin, oui, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'en fait, mais bien il sûr. n'y a pas de C'est recette toute faite. Enfin, Non, il y a que tout est ouais. choix de l'instant, il y a de l'instant. Et ça aussi, c'est un tip sur la répétition pour pas s'ennuyer dedans, c'est de se dire, l'instant où on dit les choses, non, je ne bug pas, l'instant où on dit les choses, j'ai dit 3 fois la même phrase. C'est exprès, hein, mais c'est volontaire. Mm. La première fois où tu l'as entendu, tu l'as pas vécu comme la deuxième ou comme la troisième. Deuxième fois, tu dis, tiens, c'est bizarre, elle redit Ouais. pareil. La troisième, tu dis, peut-être elle bug, etc. Parce que le rapport au temps n'était pas le même. Ben, j'allais dire, dans le mouvement, dans la transmission, c'est la même chose. Donc, l'instant que l'on vit ensemble, ben, aussitôt goûté, hop, c'est fugace, quoi. Ça y est, il est déjà parti. Donc, c'est de se connecter au moment. Ne plus rien Ouais. apprendre dans la pédagogie. Mais comment est-ce possible? Ouais, et puis tu nous partageais que toi, du coup, tu te fais superviser. Mhm. Euh, et aujourd'hui, tu as plein d'outils, tu as appris plein de choses via le terrain, via ton expérience, qui ont construit ton expertise. Tu continues d'apprendre et pour boucler un peu la boucle, si là, tu avais la Anne de 19-20 ans, là, devant toi, qui fait un peu ses premiers pas dans la transmission, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais 2 choses. La première, c'est de se faire confiance. Et la seconde, ça serait, tu es au bon endroit. Parce que la voie choisie, presque VOIE, VOX, finalement, me convient bien. Ce que je fais à présent me laisse à penser que je ne m'étais pas trompée du haut de mes 17, 18, 19 ans en choisissant d'être passeuse de savoir. Merci Anne. J'ai des frissons de t'entendre dire Ah, ça. avec plaisir. Euh, merci pour tout ce que tu nous as partagé. On va clôturer doucement l'épisode. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je publie beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour les plus old school, et sur Instagram, beaucoup.
Donc pour moi, c'est des petits bonbons pédagogiques à se mettre sous la dent parce que c'est des contenus faciles d'accès. Et puis ensuite, on peut me retrouver sur mon site internet www.annedebrilly.fr avec toutes les formations que je propose. On a parlé des accompagnements individuels, mais il y a aussi ma formation phare Dynamo qui fait vraiment franchir un cap pédagogique. Tout ce qui est des stages à la demande, je mets mes outils pédagogiques, donc c'est virtuel, dans une valise, ou mes os, et là c'est très concret et lourd, dans une valise, et je me déplace. Donc les stages à la demande. Et puis j'ai aussi une communauté, une plateforme de ressources et d'échanges où on se fait des lives réguliers, où il y a des contenus qui permettent de se faire soutenir dans l'enseignement et de ne pas rester seul avec ses questionnements. De toute façon, on mettra tous les liens en descriptif de cet épisode. Merci beaucoup, Anne. Je te rends le micro pour les prochains épisodes. Quand est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs pour le prochain ? À tous les lundis à 7h, parution de l'épisode de la semaine. Super. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'épisode aura répondu à toutes vos questions. Et du coup, à lundi prochain. À lundi. Merci à toi, merci à vous. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.annedebrilly.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.